Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Avant d'aller plus loin, je voulais te dire que j'avais remanié un petit peu ma chaîne YouTube pour que ce soit plus simple pour t'y retrouver. Donc tu retrouves toutes les vidéos, là-dessus il n'y a pas de souci, sauf que j'ai également créé 4 playlists qui te permettront de voir ce que tu as envie de voir quand tu le veux. La première playlist c'est Zap FAQ, donc là tu vas retrouver la FAQ que j'avais faite pour les 2 ans de la chaîne où on apprenait un petit peu à se connaître. La seconde playlist c'est Zap Class où tu vas retrouver toutes les vidéos sur les classements des saisons de Buffy, les classements des Missions Impossibles, mais aussi les top flops séries et films 2022. D'ailleurs les top flops séries et films 2023 qui arriveront fin décembre, début janvier seront également dans cette playlist. Et il y a la troisième playlist Zap à chaud, donc qui va regrouper toutes les critiques à chaud des films que je vois au cinéma. Dans ces critiques-là, il n'y a pas de retour sur l'histoire du film, comment il a été fait, etc. C'est vraiment une critique à chaud, point. Et enfin, il y a la quatrième playlist Les Zaps, donc les numéros classiques, dont le numéro 41 fait partie, sont des numéros sur lesquels je reviens sur des films cultes à mon sens, et sur lesquels je reviens sur leur histoire, sur lesquels j'essaye d'apporter une analyse, etc. Donc j'espère que pour toi tout est beaucoup plus clair, j'espère que tu t'y retrouveras mieux, et n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Pour ce numéro 41 de Zap, j'ai décidé de remonter le temps pour revenir sur un film culte prénommé Retour vers le futur, donc ne zappe pas. Retour vers le futur est un film sorti en 1985 qui a été réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore le magique et féerique Pôle Express dont ce sera bientôt la période de revisionner. En plus je l'ai acheté en 4K Steelbook donc j'ai hâte. Le scénario fut écrit par Bob Gale et Robert Zemeckis. Plutonium à part numéro 1, il faut savoir que l'idée du script a commencé à pointer le bout de son nez lorsque dans la cave de ses parents, Bob est tombé sur l'album photo du lycée de son père. Il a découvert que ce dernier était vice-président senior de sa classe, soit délégué quoi, en gros. Et Bob s'est demandé s'il aurait pu être ami au lycée avec son père. Voilà donc le point de départ de Retour vers le futur. En février 1981, les deux scénaristes proposent leur scénario mais les studios refusent tous. Bob et Robert se tournent donc vers Steven Spielberg. En effet, Spielberg est un de leurs potes, et il vient tout juste de créer sa société de production Amblin. Sauf qu'il y a un petit bémol, Spielberg a par le passé soutenu les 2 premiers films de Robert Zemeckis, Crazy Days et La Grosse Magouille, en les produisant, et ces films ont été de beaux échecs commerciaux. Du coup, Spielberg est plutôt frileux à l'idée de remettre le couvert une 3e fois. Il faudra attendre 1984 et le succès de La poursuite du diamant vert de Zemeckis pour que Spielberg accepte de produire Retour vers le futur. C'est quand même 3 ans après la date à laquelle ils ont démarché Spielberg. Donc ça a été quand même très long, parce que je rappelle que Spielberg a accepté en 1984 et le film est sorti en juillet 1985. Donc ce fut quand même assez long. Plutonium à part, numéro 2, le scénario a connu pas moins de 44 versions. Dans les multiples versions de scénario, il fut un temps envisagé que la machine à voyager dans le temps soit un appareil installé dans une chambre avec des rayons laser basiques, ça donnait quelque chose d'assez standard, ou encore qu'elle soit un frigo qui fonctionnerait grâce à une explosion atomique. Bon, là, l'idée que des enfants puissent éventuellement se mettre dans un frigo fit changer les scénaristes d'idées. Finalement, la machine à voyager dans le temps serait une DeLorean DMC 12. Plutonium à part, numéro 3, petit tour de piste des pistes avortées justement. Marty devait avoir les cheveux longs, mais la mode en 1981 était passée. Einstein, le beau toutou, devait être un singe, mais à l'époque, 2 films ayant eu des sages ont été des échecs, donc l'envie de glisser sur une peau de banane ne les a pas franchement attirés. Marty devait se faire de l'argent également en vendant des VHS piratés, mais le studio ayant peur d'encourager une pratique illégale se ravisa. Les 2 scénaristes confieront que la chose la plus dure fut d'écrire le personnage de la mère, qui est dans sa jeunesse une jeune femme très portée sur le sexe et qui tombe amoureuse sans le savoir de son propre fils. La romance entre Marty et Lorraine ne devait donc pas paraître glauque, et pour cela il était important de bien la mener jusqu'à la fin. Ce que Bob et Robert firent en faisant de Lorraine celle qui choisira la personne qu'elle aime. Le fait d'aborder ce thème dans le registre comique a aussi permis de donner à ce moment suffisamment de légèreté pour ne pas embarrasser le spectateur, même si honnêtement avec Game of Thrones et Cersei maintenant on est habitué, ça ne nous choquerait plus. Mais bon, c'était une autre époque. En 1984, lorsque Spielberg acceptera de produire le film, un autre problème se posera, celui des droits. En effet, ils sont détenus par Columbia. Mais bonne nouvelle, Columbia souhaite produire Big Trouble, qui est un polar qui s'inspire très fortement d'Assurance sur la mort, et pour cela donc ils ont besoin des droits d'assurance pour la mort. Qu'à cela ne tienne, du coup, Columbia va céder les droits de Retour vers le futur contre ceux d'Assurance vers la mort, et tout le monde sera content.
Plutonium à part, numéro 4. Le boss d'Universal, Sidney Sheinberg, souhaitait renommer le film Spaceman from Pluto, car selon lui, le titre Retour vers le futur n'évoquerait rien aux spectateurs. Après avoir envoyé une note à tous ceux qui bossaient sur le projet, ce dernier fut gentiment remis à sa place avec son titre, qui avait bien fait rire. Pour les décors du tournage, c'est Laurent J. Paul qui s'y colle. Il a été nominé aux Oscars pour Blade Runner. Paul reprendra une grande partie des extérieurs des studios Universal. Et oui, souviens-toi, dans ma vidéo sur les Gremlins dont le lien apparaît juste ici, j'avais évoqué le fait que les décors de Crimson Fall des Gremlins étaient les mêmes que ceux de Hill Valley en partie. Le tournage a duré 100 jours et seulement 8 minutes du film seront coupées ou raccourcies au montage. Plutonium à part, numéro 5. Michael J. Fox, durant ce tournage éreintant, crachera du sang. En effet, durant la scène de la tempête se déroulant à la fin du film, Michael J. Fox devait se faire entendre par Christopher Lloyd. Seulement, la machine avant à côté pour faire le vent de la tempête faisait tellement de bruit que Fox devait hurler. Et il s'est donc blessé. Lors de la projection test, les deux scénaristes Zemeckis et Gale n'en menaient pas large. En effet, l'ambiance au début de la projection était plutôt tendue. Et tout ça à cause de la scène où Einstein est envoyé dans le futur. En effet, le public ne sachant pas trop sur quel pied danser avec le registre du film, savoir si c'était comique, dramatique, etc., pensait qu'il allait arriver quelque chose de plutôt sordide à Einstein, et en fait, heureusement, non. Et du coup, en un éclair, l'ambiance s'est détendue. Ouf! Les échos positifs après cette projection ont poussé le studio à avancer la date de sortie de août à juillet 1985. Résultat, le film est plébiscité, d'abord aux States où il est vu par 60 millions d'Américains. Sur le sol étranger, le triomphe est également là, où les Retour vers le futur récoltent dans le monde entre 350 et 380 millions de dollars selon les sources, soit environ 19 fois son budget initial, pour un film qui a coûté 19 millions. Un vrai triomphe. Côté critique, le film essuie de bonnes critiques sur son sol, mais chez nous en France, Première dira que c'est un consternant navet. Grave erreur. Qu'à cela ne tienne, en 1986, le film est nommé 4 fois aux Oscars et remporte celui des meilleurs effets sonores. Il remportera le Saturn Award du meilleur film fantastique et entrera dans la légende des films cultes. Alors, de quoi parle Retour vers le futur? Autant dire que ce n'est pas une mince affaire que de résumer ce film sans trop en dévoiler. Je vais m'y tenter. 1985, Marty McFly, jeune adolescent, est ami avec Doc. Ce dernier fait des expériences afin de voyager dans le temps à l'aide d'une célèbre voiture, la DeLorean. Un soir, Doc invite Marty à assister à une de ses expériences. Doc envoie Einstein dans le futur d'1 minute. Tout se passe à merveille, quand soudain, arrivent des terroristes libyens venus faire la peau à Doc, tout simplement parce que ce dernier leur a dérobé leur plutonium, énergie nécessaire au fonctionnement de la DeLorean. Lors de cette confrontation, Doc est tué et Marty, essayant d'échapper aux terroristes au volant de la DeLorean, se retrouve accidentellement projeté en 1955. À partir de ce moment, Marty va devoir trouver le moyen de rejoindre son époque sans en modifier le cours. Voilà, je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Côté cast, on retrouve Michael J. Fox qui campera le rôle de Marty McFly. Marty est un jeune homme pas très attiré par le scolaire, qui adore le rock et qui est plutôt doué au skate. Concernant son recrutement, il faut savoir que Michael est le premier choix de Zemeckis, sauf que, pas de bol, à ce même moment, Michael est sous contrat sur la série Sacrée Famille. Et la Fox refuse de lui libérer du temps pour le tournage de Retour vers le futur. Du coup, Ralph Macchio de Karate Kid refusera le rôle qui lui sera proposé, Johnny Depp tentera sa chance mais en vain, et C. Thomas Howell fera forte impression mais sera dégagé par un autre acteur, Eric Stoltz, qui a fait une prestation remarquée sur le film Mask. Le gars est engagé et après 4 à 6 semaines de tournage selon les sources, du fait de son comportement et de son approche du personnage de Marty qui ne provoquait pas forcément le rire attendu par les réalisateurs, Stoltz ne convainc pas et est finalement remercié. Il s'agira d'une erreur de casting selon Spielberg et Zemeckis. Le cast est rouvert et il faut retourner toutes les scènes déjà rushées de Marty. Donc autant dire, ça fait du boulot. Fort heureusement, en janvier 1985, soit 7 mois avant la sortie du film, un délai quand même très court, la Fox accepte de libérer du temps à Michael J. Fox pour jouer Marty. Et pour Michael, ce sera un défi de taille, car il alternera successivement le tournage de la série, plus celui de Retour vers le futur. Donc autant dire qu'il sera sur les rotules. Un second rôle, et non des moindres, celui de Emmett Doc Brown. Doc est un savant fou qui consacrera sa vie à faire des inventions et à concrétiser sa folie de voyager dans le temps. Le cast de Doc fut beaucoup plus simple que celui de Marty. Même si le nom de Jeff Goldblum de La Mouche dont j'ai déjà parlé juste ici a circulé au même titre que celui de Dudley Moore, le premier choix se porte en premier lieu sur John Lithgow.
sauf que pas de bol, celui-ci est déjà pris ailleurs et décline l'offre. Du coup, ce sera Lloyd, le second choix, qui acceptera après une courte hésitation de prendre le rôle. Heureusement, sa femme était là. Lloyd s'inspira du très célèbre Einstein pour composer son interprétation de Doc, ainsi que du chef d'orchestre Léopold Stokowski. Toujours dans les têtes d'affiche, nous avons le personnage de Lorraine, la mère de Marty. Lorraine, dans les années 85, semble totalement désabusée. Son mariage semble être un fiasco, et elle apprécie très fortement la bouteille. Elle se donne une image de fille pieuse, mais on constate lors du voyage de son fils dans les années 55 que celle-ci était portée sur la chose plus que ce qu'elle ne voulait bien admettre. Lorraine sera interprétée par Lea Thompson. Plutonium à part, numéro 6. Il faudra 3h30 de maquillage aux acteurs incarnant les parents de Marty pour paraître plus vieux à la fin. Et aussi au début. Il ne faut pas oublier le mari de Lorraine, George McFly, incarné par Crispin Glover. George est un personnage pas sûr de lui du tout, bêta et pas dégourdi du tout. En fait, il ne donne pas du tout envie. Mais son acte de courage à la fin du film montrera tout le parcours qu'il aura accompli pour grandir un peu grâce à l'aide de son fils. D'ailleurs, ça c'est marrant, le changement de rôle, des fonctions en fait. Crispin ne fut pas facile à accompagner sur le plateau du tournage, en effet ce dernier avait tout le temps à redire sur les indications de jeu que pouvait lui donner Zemeckis, mais il était aussi très anxieux, ses mains tremblaient beaucoup, et il perdait même sa voix sur certaines de ses répliques, ce qui l'obligeait en fait à se doubler lui-même en studio. Ça devait être simple cette petite histoire de tournage quand même. Il a cependant réussi à rendre crédible son personnage, ce qui était crucial pour le film, et surtout pour sa romance avec Lorraine comme je te le disais tout à l'heure. Enfin, dernier personnage de cet épisode, Biff Tannen, campé par Thomas F. Wilson. Biff est un personnage avec un QI limité, une grosse brute, qui compte bien afficher Lorraine à son tableau de chasse. Plutonium à part, numéro 7. Tu te souviens de Eric Stoltz, qui avait le rôle de Marty avant de se faire envoyer ? Ben sache que Eric a laissé des bleus sur les clavicules de Thomas, lors de leur scène de bagarre dans le diner entre Marty et Biff. Le point que tu vois est celui d'Eric, et non celui de Michael, qui part sur le visage de Thomas. Michael n'a pas rejoué cette scène. Bon, allez, j'avoue, c'était pas vraiment la fin des tours des personnages, on va quand même parler de la DeLorean que l'on peut considérer comme un personnage outil de cette saga. Comme je te le disais tout à l'heure, hors de question d'avoir un frigo comme véhicule, ce sera donc la DeLorean des MC-12, et c'est très futuriste qui sera choisi. C'est Michael Fink qui venait aussi de Blade Runner qui a procédé aux améliorations du véhicule. Et oui, le flux capaciteur, c'est lui. Fink dira que la DeLorean était une très belle voiture, mais aussi une très mauvaise auto avec un moteur et des freins pourris. Il faut savoir que la DeLorean non trafiquée existe vraiment, mais la marque DeLorean ne fut pas prospère car il n'y eut qu'environ 9000 véhicules qui sont sortis des usines de DeLorean. Concernant Fink, il n'a pas fait que modifier la DeLorean, il a aussi créé la machine neuronale de Doc, l'ouvre-boîte à chien d'Einstein, ou encore la gigantesque enceinte que Marty utilise et fait exploser au début du film. Plutonium à part, numéro 8. Je sais pas comment ça se prononce, Huey Lewis, qui interprète Power of Love, un des titres phares de la bande-son, apparaît dans le film. En effet, il interprète le juge du concours de rock, qui trouve la musique de Marty trop assourdissante. C'est quand même assez amusant. Alors, pourquoi on ne zappe pas Retour vers le futur ? Pour son cast, bien entendu, il n'y a pas grand chose à dire, tous jouent leur rôle à merveille, Christopher Lloyd et Michael J. Fox portent le film sur leurs épaules, aujourd'hui on ne verrait personne d'autre à leur place. Leurs personnages sont devenus cultes. Après, le reste du cast n'est pas en marge non plus et contribue à insuffler toute la crédibilité nécessaire pour que le spectateur croie en cette histoire. Donc, il n'y a rien à redire, c'est un sans faute. Pour sa musique, Alan Silvestri, ce n'est pas que le thème des Avengers, c'est aussi celui de Retour vers le futur. Il y a un côté épique dans ce score, et d'ailleurs je trouvais que c'était assez proche des partitions de John Williams. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses. Je suis assez fan de la BO que voici, en vinyle, magnifique. Mais il y a aussi la bande-son chantée que je n'ai pas, qui est aussi très dansante et qui donne la pêche. Les titres choisis illustrent bien l'époque à laquelle se déroulent les événements, et pour moi c'est un sans faute également sur ce point-là. Plutonium à part, numéro 9. Concernant Silvestri, il faut savoir que ce fut le premier choix de Zemeckis, qui avait adoré sa partition sur À la poursuite du diamant vert, seulement Spielberg n'est pas du tout fan de la partition du diamant vert. Spielberg désire avoir John Williams, d'ailleurs je te parlais, ou Jerry Goldsmith. Ce qui ajoute de l'eau au moulin de Spielberg, c'est que Silvestri vient du jazz et du rock, et qu'il n'a aucune formation en classique. Spielberg ne le pense pas du tout capable de créer le son attendu. Spielberg lui demande une partition massive. Silvestri s'est donc rapproché de l'orchestrateur James B. Campbell. Ensemble, ils se sont retrouvés avec un orchestre de 98 musiciens, soit le plus grand qu'ait connu Universal. Lors de la seconde projection, durant le climax final avec son horloge, Spielberg ne sachant pas que la musique avait été changée entre la première projection
Et la seconde, qui ne l'avait pas forcément convaincu, dira « Voilà, c'est exactement ce à quoi doit ressembler le score ». Et Zemeckis lui rétorquera « Mais c'est le score !» Donc, pari gagné. Bien entendu, on ne nous a pas retourné vers le futur pour ses effets spéciaux, que ce soit les maquillages de Kane Chase pour vieillir les 3 acteurs en 1985 ou les effets spéciaux de Ken Ralston. Tout est crédible dans ce film. Pour l'avoir revu en 4K récemment avec ce super coffret, oui j'adore cette saga. Hormis les tenues et le contexte de l'histoire qui marque le film dans son époque, au niveau visuel c'est toujours une claque monumentale et le film je trouve n'a quasiment pas bougé. Plutonium à part, numéro 10, on ne peut pas dire que ce soit le film qui aura nécessité le plus d'effets spéciaux, puisque ce dernier ne comprend que 32 plans avec des effets visuels, donc c'était quand même assez minime. Avant-dernier point, on ne nous a pas retourné vers le futur pour son histoire. Je ne suis pas fan des histoires avec les bons d'antan, moi c'est un truc qui me saoule et dans lequel je me perds, ça me prend la tête, mais ici l'histoire est quand même relativement simple à suivre, prenante, les personnages sont attachants, et puis visuellement, on est conquis. Donc j'aurais tellement aimé voir ce film avec mes yeux d'enfant vraiment. J'ai découvert tard, j'étais adulte, mais franchement, je trouve que l'histoire de Retour vers le futur et tout ce qui constitue Retour vers le futur est absolument excellent. Et dernier point, pour ces scènes cultes, je retiendrai surtout la scène au début où on découvre pour la première fois la fonction de la DeLorean avec ses flammes sur le sol et Einstein qui disparaît. C'est juste culte et magique, on en prend plein les yeux. On a plein de flammes dans les yeux justement. Et il y a aussi la scène de climax absolument bien maîtrisée en termes de suspense, l'ambiance de nuit avec cette tempête et Doc accroché à l'aiguille de l'horloge est démente. En tant que spectateur, on est suspendu avec lui et on attend avec hâte qu'il rétablisse ce courant pour permettre le départ de Marty. Le score de Silvestri dessus marque totalement le spectateur de surcroît, donc c'est une merveille. Et puis enfin, si je devais retenir une scène un peu plus basique, ce serait la scène dans laquelle George trouve du courage pour Lorraine, suivi de la scène de rock playback endiablé de Michael J. Fox, qui est inoubliable. Voilà, donc je trouve que c'est les 3 scènes qui m'ont le plus marqué en tant que spectateur. En conclusion, je te conseille fortement de regarder et montrer à tes enfants ce film. C'est un émerveillement visuel, comme beaucoup de créations amblines de l'époque. Les Gremlins, E.T., les Goonies, etc. Ce sont des Madeleines de Proust de grande qualité, réconfortantes, et nous permettant de renouer avec notre enfant intérieur une journée d'hiver, emmitouflé sous un plaid, un chocolat chaud à la main. Donc rien que pour ça, ne le zappe pas. Le numéro 41 touche à sa fin, n'hésite pas à le liker et le commenter. Tu peux également t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde fantastique du cinéma. Bye!